Mon invité aujourd'hui dans Grizzly Media, c'est une fille qui s'est fait connaître à l'époque parce qu'elle avait été le choix de Marteau Napoli dans le calendrier Dream Team de Radio X. Désormais, par exemple, elle n'a plus nécessairement beaucoup besoin de marteau. Elle fait ses choses par elle-même, ça va super bien. Elle est une des vedettes du Comic-Con de Québec édition 2018. On la revoit quasiment à chaque année. Je pense que les fans la redemandent. C'est Marie-Claude Bourbonnais. Salut Marie-Claude, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va très bien, Marie-Claude. On s'entend, lorsque tu as fait le calendrier du Dream Team à l'époque, pensais-tu vraiment que tu allais devenir une célébrité parmi les fans de jeux vidéo, appelons ça les geeks en général? Je pensais rien. C'était vraiment juste pour le fun. Hey, ça fait longtemps, hein. C'était en novembre 2007. Puis c'était le week-end de ma fête. Le calendrier, ils font toujours ça à l'automne. En fait, c'est au mois d'octobre. Je sais pas. J'ai décidé d'y aller. Puis il y avait pas de plan machiavélique derrière tout ça. Quand on regarde l'évolution, tu sais, oui, tu as attiré le regard de plusieurs par ta beauté, également la poitrine, on s'entend. On fera pas de cachette non plus. Ça a suscité beaucoup de réactions, généralement des bonnes, je crois, beaucoup de couvertures de magazines et tout ça. Mais comment on fait la transition entre faire des couvertures de magazines pour hommes et devenir costumière, faire ses propres costumes comme tu le fais aujourd'hui? C'est compliqué. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de transition à proprement parler parce que je fais encore les deux, mais j'y travaille. Les gens doivent savoir que j'avais déjà subi cette intervention-là quand j'ai fait le Dream Team. Il y a des gens qui pensent que je me suis fait opérer pour mes cosplays. Il y a des gens qui pensent que je me suis fait opérer pour ma carrière de modèle, mais tout ça est faux. Moi, je travaillais chez Desjardins dans le temps quand je me suis fait faire mon augmentation mammaire. C'était vraiment un choix personnel parce que moi j'aimais ça pour être heureuse moi dans mon corps. Puis c'est tout naïvement après ma parution dans le calendrier de Dream Team que je me suis dit c'était le fun de faire un petit photoshoot. Peut-être que je pourrais faire ça, tu sais, avec mon apparence physique, avec de quoi j'ai l'air. Puis c'est vraiment avec toute la naïveté du monde là, que je me suis lancée dans le monde du modeling glamour, en connaissant absolument rien là-dedans, en apprenant sur le tas. Mais j'avais un look très américain, très qui a été remarqué vite. J'ai commencé comme ça, comme modèle, en prenant des photos avec des photographes de Montréal d'abord, puis après ça à Toronto, puis après ça à New York, puis après ça à Los Angeles. Mais parallèlement à ça, même si j'ai été connue comme modèle en premier, les gens ne savaient pas, mais j'ai étudié en design de mode. J'avais cousu toute ma vie. C'est juste que j'avais jamais gagné ma vie avec la confection vestimentaire, mais toute ma vie, j'ai fait des projets de couture comme un hobby, si tu veux. J'ai fait des costumes de danse pour des écoles de danse pendant des années. Je faisais des robes de bal, je fais beaucoup de réparations. J'ai toujours été comme la couturière chez Desjardins. Je pense que je me souviens de temps en temps, on m'amenait des réparations, puis je faisais ça. Je faisais des costumes de danse en même temps aussi. Tout s'est toujours chevauché. Ça s'est comme placé tout seul. J'ai été connue comme modèle d'abord. Puis j'ai découvert le cosplay à travers ça. Avec la formation que j'avais en confection vestimentaire, je me suis dit je devrais faire ça. Moi, du cosplay, j'ai un physique qui est quand même qui est distinctif, qui me permettrait de bien incarner des personnages. Puis je suis déjà super avancée en confection vestimentaire. Il me semble que c'est comme une voie pour moi. J'ai commencé à mener les deux de front, à continuer d'être modèle, puis à commencer à assister à des conventions. C'est un drôle de chemin, c'est pas c'est comme si le chemin s'était dessiné devant moi, la vie m'a amené là. Il y avait rien de planifié dans tout ça, ni le modeling, ni devenir cosplayer. Mais il faut vraiment placer les choses dans cet ordre-là. J'avais déjà mes seins il y a plusieurs années. J'ai commencé comme modèle, mais j'avais déjà une formation en design de mode, puis j'ai découvert le cosplay. Fait que c'est vraiment arrivé comme ça. Le premier costume de cosplay que les gens ont en fait, oh boy, ok, elle peut faire carrière là-dedans, selon toi, c'est lequel? Est-ce que c'est arrivé au premier costume ou c'est arrivé un petit peu plus tard? Ce qui m'a fait découvrir, c'est les photos de Frost de Mortal Kombat que j'avais fait avec un photographe dans le cadre de mon travail comme modèle glamour. Lui, c'est un photographe de glamour. Puis j'avais demandé, penses-tu qu'on pourrait faire quelque chose de différent pour une fois, là, à la place de faire de la lingerie ou du maillot? Je coudrais un costume, puis il me semble que ça serait le fun, tu sais, faire autre chose. Il m'avait dit pas de problème, n'importe quoi que tu mets devant ma lentille, moi je vais te prendre en photo. OK.
J'avais fait le costume de Frost de Mortal Kombat, qui n'était pas un personnage très populaire à l'époque, mais elle avait les cheveux courts blancs. Fait que je m'étais dit, avec mes petits cheveux courts, platine, je préfère ça, tu sais. J'avais cousu le costume de Frost. Puis on avait fait le photoshoot. C'est au moment de la publication de ces photos-là sur son portfolio que le photographe a eu une immense réaction. Et je me souviens, il m'avait contacté en me disant, Marie-Claude, il y a des photos qu'on a faites ensemble qui sont super populaires, je comprends rien là-dedans, j'ai jamais vu ça. Que, lesquelles photos? Celles de Frost. On était vraiment dépassés par les événements. On n'avait aucune idée de pourquoi des photos de personnages étaient plus populaires que toutes les autres photos super sexy de lingerie puis de maillot que le photographe avait dans son portfolio. C'est la réaction des gens qui m'a poussé à faire des recherches sur Internet. Puis là, je me suis rendu compte que, hey, se déguiser en personnage, ça a un nom, ça s'appelle du cosplay. Il y a plein de gens qui font ça. Il y a des conventions de gens qui se réunissent pour faire ça. C'est ça qui m'a fait découvrir le cosplay. Ça, c'était en 2009. À ce moment-là, le cosplay était très peu connu au Québec. J'ai vraiment découvert ça en faisant des recherches sur Internet. Puis en parlant à d'autres cosplayers sur Internet, j'ai fini par assister à ma première convention en 2010. C'était Dragon Con à Atlanta. Puis j'ai eu comme la piqûre. Là, je trouvais ça énergisant. Il y avait plein de gens en costume. Dragon Con, c'est une grosse convention. J'ai pas commencé par une petite, là. Une des grosses aux États-Unis. Puis je me suis dit, moi je vais faire ça. Moi je vais faire du cosplay, ça a l'air super le fun, ça a l'air d'une grosse communauté. Fait que j'ai commencé à assister à des conventions en 2010. Puis j'ai été pas mal remarquée en 2010 grâce à mon costume de Sue Storm de Fantastic Four que j'avais porté au Comic-Con de New York. Je dirais que c'est probablement ce costume-là qui m'a fait connaître. Ça a été comme un hit au Comic-Con de New York en 2010. Là, mes photos ont comme fait le tour d'Internet. Puis ça, je pense que ça m'a... sauf qu'à ce moment-là, j'étais connue comme modèle glamour. J'étais pas connue comme cosplayer. Fait que les gens faisaient comme « Wow, c'est qui cette fille-là en costume foulard? Ah, c'était Marie-Claude Bourbonnais, c'est une modèle glamour. » Fait que c'est comme ça que j'ai été découverte de la communauté cosplay. Ça a pris beaucoup d'années après avant que je sois reconnue comme costumière. Ça a été un autre combat. Comment c'est, parce que justement, tu parles de combat, j'ai l'impression que quelqu'un qui, bon, je peux pas dire nécessairement que ça doit être une job à temps plein, ça va d'être cosplayer, mais mettons une fille là, qui fait ça depuis longtemps, là, comment qu'elle voit ça, elle, qu'une modèle glamour s'en vienne comme cosplayer? T'étais-tu regardé genre comme, ouais, on t'a pas de faire là, ou comment c'était perçu ça, mettons, est-ce une rivalité aussi entre vous autres? Mais à l'époque, il n'y avait pas vraiment, c'était deux mondes. J'ai vraiment l'impression d'avoir eu beaucoup d'influence sur toutes les sphères dans lesquelles j'étais. Le premier exemple, c'est mon costume de Sue Storm. Il était en latex. Il avait été fait en collaboration avec une compagnie de vêtements de latex de Montréal qui s'appelle Polymorphe, que j'avais découvert. C'est des gens qui m'avaient été présentés dans le cadre de mon travail comme modèle glamour. Puis moi, quand j'avais découvert ça, le latex, j'avais jamais vu ça de ma vie. D'un point de vue de designer, de filles qui avaient étudié en mode, je trouvais que c'était une matière complètement différente. C'était pas comme un textile, ça avait un look différent. Je m'étais dit un jour, je vais faire un costume là-dedans. Ça va vraiment avoir un beau look. Puis quand j'ai porté mon costume de Sue Storm au Comic-Con de New York, il n'y a pas vraiment jamais personne qui avait fait un costume de cosplay en latex avant. Aujourd'hui, tu as des compagnies qui sont spécialisées là-dedans, qui ne font que des costumes de super-héros en latex. Ça s'était pas vraiment jamais vu avant ça. Fait que j'ai comme été la première à introduire, à sortir le latex du monde très, très underground, du fétichisme, tout ça, puis à l'amener dans le grand public. Puis aujourd'hui, il y a plein de cosplayers qui sont pas du tout des fétichistes, puis qui portent des costumes de latex pour le côté cosplay, mais pas du tout pour le côté matière. Fait que ça, c'est comme une des petites... c'est vraiment la fille du Québec, genre, qui est out of nowhere, qui a porté un costume de super-héros en latex au Comic-Con de New York en 2010, qui a introduit cette matière-là. Puis ça a été comme un premier crossover entre ces univers-là. À l'époque, le cosplay était beaucoup, beaucoup moins sexy que ce que c'est aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment vu le changement au cours des années. Puis j'ai peut-être été une des premières filles de l'industrie du glamour à commencer à faire du cosplay. Puis j'étais vraiment comme une intruse. Je venais d'un autre univers, sauf que
j'avais ma place là parce que j'étais une vraie costumière. J'aimais les animes japonais, j'aimais les jeux vidéo, mais surtout j'avais une vraie formation en confection vestimentaire. Donc les premières personnes qui m'ont vu arriver à des conventions, il y avait le réflexe de dire, c'est bon, ça c'est juste une belle fille qui vient profiter de la popularité du mouvement du cosplay pour être plus connue sur les réseaux sociaux, mais tu sais, dans le fond, elle aime pas vraiment ça. Puis là, quand je suis arrivée avec mes beaux costumes bien faits, on fait comme ben, elle a une bonne équipe qui fait des beaux costumes, en tout cas. Fait que oui, au début, je pense que j'ai vraiment été perçue comme quelqu'un qui avait pas d'affaires là. Mais aujourd'hui, c'est complètement différent. Là, aujourd'hui, le monde du cosplay est beaucoup plus sexy. Beaucoup de cosplayers ne font que des cosplays sexy et font des simili Photoshop glamour de costumes de cosplay. Et beaucoup de modèles glamour profitent de la vague geek et nerd des cosplays. Ils font des Photoshop glamour avec des t-shirts de logos de super-héros. Là, c'est tout mélangé. Là, c'est vraiment là, les deux univers, ça se croise, ça se rentre-croise. C'était pas comme ça avant. Puis j'ai l'impression d'avoir peut-être comme ouvert la porte. Là. Ça, je te dis pas que c'était 100% moi. Je pense que la communauté tendait vers ça avec les réseaux sociaux puis tout l'égocentrisme qui se retrouve au milieu de ça. Mais j'ai peut-être ouvert la porte à ça. Ça se peut. Ça fait partie du mouvement. J'ai probablement initié le mouvement sans faire exprès en provenant complètement d'un autre univers, là, en étant un produit issu du monde du modeling glamour. Puis j'avais fait de la photo nue, c'est pas juste de la photo de lingerie maillot. Puis en m'imposant dans le monde du cosplay, la chose que j'ai faite qui était très judicieuse et que je ne regrette pas, c'est de ne jamais avoir mélangé les deux. Parce qu'aujourd'hui, tu as des sites cosplay qui sont spécialisés dans la photo érotique. Tu as des sites de photo érotique cosplay. Puis moi, j'ai vraiment séparé les deux. J'ai tracé une limite claire dans tout ce que je fais. Dans la photo glamour, je vais faire du nu, mais dans la photo cosplay, je n'en fais jamais. Puis je perds de l'argent par ma faute, parce que je sais pas si tu as idée de la quantité de photos que je vendrais si je faisais un photoshoot en costume. Tu le commences habillé, tu sais, puis tu finis tes dernières poses de ton set de photos nues. Tu sais, si je faisais des photos topless dans tous mes costumes de cosplay, là, je sais pas si tu réalises qu'il y a vraiment de la demande pour ça, là. Mais je me suis vraiment dit que si je mélangeais les deux, je réussirais jamais à avoir de la crédibilité comme costumière. Ça discréditerait tout. Okay. J'ai gardé vraiment les deux séparés, puis je pense que ça a contribué à me faire accepter de la communauté cosplay. Parce que j'ai vraiment, quand je faisais du cosplay, c'était pour mes costumes, puis je mettais de l'avant, tu sais, toutes mes réelles compétences, puis mes réelles connaissances en confection vestimentaire. Puis je disais, ben, si vous voulez voir des choses vraiment plus sexy, mais regardez, il y a tout mon travail glamour à côté. J'ai vraiment gardé les deux séparés. C'est probablement ça qui fait aujourd'hui que même si je fais encore une modèle glamour qui est populaire en ligne, mais je suis acceptée de la communauté cosplay parce que les gens voient que je suis une vraie costumière, puis j'aime ce que je fais, puis j'ai vraiment réussi à faire ma place. Mais d'autres filles qui viennent de la communauté, d'autres filles qui viennent de l'industrie du glamour puis qui essaient de faire une place dans la communauté cosplay, qui sont pas du tout acceptées en là. Moi, j'en connais même quelques-unes, là. Marie-Claude, il va maintenant avec les questions shotgun. Je pose une question, il faut te répondre le plus rapidement possible à ces questions-là, sans même y penser. Bon, la première, on va être quand même relativement simple. Nous, on a le Comic-Con à Québec, on a celui à Montréal, puis mettons, si on est bien loin, on est à Ottawa. On est-tu bien loin de ce qui se passe aux États-Unis? On est-tu vraiment à des milles et des milles, ou on se rapproche tranquillement? Le Comic-Con de Montréal, il est quand même gros. Ça commence à être une plus grosse convention. La plus grosse au Canada, c'est le Fan Expo à Toronto. Ça ressemble à ce qui se passe aux États-Unis. En fait, de grosseur, en fait, de nombre de participants et tout. Ça commence à ressembler plus à ce qui se passe aux États-Unis. Pour le reste, je pense que c'est plus une question de culture. Aux États-Unis, c'est tellement connu. Le cosplay fait partie de la pop culture américaine. Ça s'inscrit dans la lignée de tous ces gens qui sont fans des personnages de comic book américains. Le cosplay fait partie de l'ADN de la culture populaire américaine. Tandis qu'au Canada, c'est encore, malgré le fait que ces événements-là commencent à être de plus en plus connus, c'est comme si c'était encore underground. On n'est pas rendu à l'étape d'arrêter quelqu'un au hasard sur la rue puis de dire « Monsieur, madame, savez-vous c'est quoi du cosplay? »
Tu sais, la plupart du monde, ils savent pas c'est quoi encore. Tandis qu'aux États-Unis, je crois que la plupart des gens savent ce que c'est, même s'ils sont pas des cosplayers. Fait que c'est plus une question de... C'est dans la culture générale des gens, ça fait pas partie ici de notre culture. Aux États-Unis, c'est vraiment plus connu. Ton costume préféré parmi ceux que tu as porté? Mon costume préféré, c'est souvent le dernier sur lequel j'ai travaillé. Un de mes projets personnels, c'est je fais 5 volts sautes du jeu vidéo Fallout 4 parce qu'il y a 5 volts dans le jeu. Fait que je fais un volt saut pour chaque volt. Puis ça, j'ai vraiment hâte de l'avoir fini. Ça risque d'être mon costume préféré pour un bout. Sauf que là, j'ai tout mis ça de côté pour travailler sur un projet rush qui s'est placé sur mon parcours de vie qui n'était pas du tout prévu. Je fais Cassandra dans le prochain Assassin's Creed qui va sortir au mois d'octobre, Assassin's Creed Odyssey. Puis ça va être ça va être une belle pièce de portfolio. En ce moment, il est trop intense à construire, puis il me fait trop chier pour être mon costume préféré, mais ça se peut que dès qu'il soit fini, je l'aime plus. Mais non, c'est souvent le costume sur lequel je travaille qui est comme mon préféré du moment, là. J'aime beaucoup mon costume de Scorpion dans Mortal Kombat. Il est très significatif pour moi. C'est un costume que j'ai fait le choix de faire. J'ai fait la version originale du jeu vidéo, donc le costume pour le personnage de garçon. Là, puis j'en ai fait une version pas trafiquée, pas de décolleté, rien. C'est la version originale. Puis ça a été bien reçu, la communauté. C'était intéressant, en fait. Ça a généré un genre de débat. J'avais une moitié de fans qui disaient c'est donc ben poche, t'as fait un costume, puis on ne voit même pas les boules, ça sert à rien. Puis j'avais une autre moitié de gens qui disaient wow, c'est super hot, t'as fait la version originale comme dans le jeu, puis c'est vraiment cool, il est vraiment réussi. Fait que ça te donne une idée du genre de cosplay en est là, en Amérique du Nord en ce moment. Là, fait qu'à cause de ça, il a toujours été très significatif pour moi ce costume-là. Puis ouais, Scorpion de Mortal Kombat, c'est un de mes préférés. Question qui se répond par oui ou par non. Est-ce que ça coûte cher à faire un costume? Les miens, oui. Et l'autre question est, est-ce que c'est payant au moins d'en faire? Ça pourrait, mais de la façon où moi je l'envisage, dans le fond, le cosplay pour moi, c'est une façon de donner une visibilité internationale à toutes les compétences que j'ai développées au cours des dernières années. S'il n'y avait pas eu le cosplay, je serais une costumière super talentueuse, parfaitement inconnue, qui fait des costumes vraiment hot dans le sous-sol de sa maison. C'est ça que j'aurais été si ça n'avait pas été du cosplay. Grâce au cosplay, j'ai été capable d'avoir de la visibilité, de me développer un fanbase sur les réseaux sociaux, d'avoir une boutique en ligne qui fonctionne, d'avoir de la visibilité, puis l'un nourrissant l'autre, d'être plus connu de donner de la visibilité à mon travail comme modèle glamour, donner de la visibilité à mon travail comme cosplayer. C'est plus rentable de faire de la photo glamour que de faire de la photo de cosplay dans mon cas, parce que je peux travailler sur un costume pendant des mois, tandis que de la photo glamour, tu te dis une journée de Photoshop puis tu fais comme 3 types de lingerie dans la même journée, ça fait 3 sets de photos, tandis que pour faire un set de photos avec un costume, mais c'est ça, je peux avoir investi des milliers de dollars, avoir construit un décor, puis avoir travaillé dessus pendant 6 mois. Ça pourrait être rentable si je faisais, puis il y a beaucoup de filles qui le font, si je faisais que des costumes très simples ou des versions bikini de tout, puis que je faisais des photos de de ma brassière de Pokémon, oui, ça serait payant de faire des photos de cosplay, mais dans mon cas, tous mes costumes les plus récents vont devenir des pièces de portfolio. Je fais exprès de choisir des costumes compliqués qui me permettent de développer des nouvelles techniques, de mettre à l'épreuve ce que j'ai appris. Les derniers costumes que j'ai faits, c'est des costumes de film. C'est vraiment l'équivalent de costumes que tu pourrais voir. Je serais dans un gros studio, genre comme il y en a à Atlanta, je serais dans des gros studios comme il y en a à Los Angeles, puis je ferais le même genre de costume. Là. J'ai pas de limite de budget, ça coûte ce que ça coûte. C'est en ce moment, il y a beaucoup de tous mes revenus d'affaires, tous mes revenus de compagnie qui sont réinvestis dans mes costumes parce que je les considère vraiment comme des pièces de portfolio. C'est ça que je suis en train de faire depuis les dernières années, là, me monter un gros portfolio comme costumière que je vais pouvoir soumettre à d'autres, peut-être des compagnies ou
pour être capable éventuellement de faire des costumes dans un autre cadre professionnel. Tu parlais de transition en début d'entrevue, mais éventuellement, tu sais, j'aimerais ça arrêter de faire de la photo de glamour puis ne faire que du costume, mais ça sera pas toujours dans le cadre de cosplay, ça va être dans un autre cadre professionnel. Puis c'est pour ça que je fais que des costumes compliqués dernièrement, qui coûtent très cher et qui prennent beaucoup de temps, parce que c'est mon portfolio que je suis en train de bâtir. Fait que ceux-là, c'est sûr qu'ils sont pas rentables, là. Quand tu mets 5, 7, 8, 10 000 piastres dans un costume, il faudrait que j'en vende en tabarnouche des photos pour rentrer dans mon argent, mais c'est parce que c'est plus ça le but. Je suis vraiment en train de mettre sur pied un portfolio comme costumière. Puis parallèlement à ça, ben, ma compagnie se développe, puis j'ai d'autres plans je suis comme un tournant, là, si tu veux, là. Je suis vraiment en train là, de tranquillement préparer ma transition pour éventuellement prendre ma retraite comme modèle glamour puis devenir seulement que costumière. Dernière question de cette entrevue, Marie-Claude. À l'époque, étais-tu une geek et aujourd'hui, te considères-tu comme une geek? Oui, j'étais une geek puis une nerd avant que ce soit populaire. Moi, j'étais comme dans les films, là, la petite fille à lunettes qui est full bonne à l'école puis qui est pas bonne en éducation physique, là, puis qui mange le ballon d'en face. Là. C'est vraiment l'histoire de ma vie, là. C'était pas drôle dans le temps. Non, mais aujourd'hui, c'est un peu drôle. C'est comme devenu trendy d'être geek aujourd'hui, là. Puis ça l'est d'autant plus parce que moi, j'ai plein de références de modèles glamour qui prennent des photos avec des fausses lunettes, pas de force, en bobette Superman couché à terre dans des comic books, là. Puis aujourd'hui, c'est populaire d'être geek, là. Mais dans le temps, ça l'était pas. Puis oui, j'étais vraiment, j'aimais les comic books, mais juste certains, genre, que je trouvais les dessins beaux. Je les lisais parce que je trouvais les bonhommes beaux, tu sais. J'ai toujours aimé les costumes, en fait. J'aimais les jeux vidéo qui avaient des beaux costumes. J'aimais les comic books, donc j'aimais les costumes. J'étais vraiment prédestinée pour finir dans l'industrie du vêtement. Moi, c'était vraiment là que ma vie s'en allait. Fait que, puis aujourd'hui, ben oui, je suis encore ça, mais je suis devenue comme une geek technicienne avancée dans le vêtement et dans le costume. Je suis devenue une geek spécialisée dans ma passion. Puis je lis encore des affaires plates et j'écoute encore les seuls documentaires, les seules affaires instructives sur YouTube que personne regarde. Genre une technique de broderie japonaise, puis une technique de teinture du tissu africaine, puis plein d'affaires dont tout le monde se fout sauf moi, là. Donc, je suis encore une geek et une nerd, mais dans mon petit monde, dans mon petit univers. Marie-Claude Bourbonnais, un gros merci pour ton temps. On invite les gens à aller te rencontrer du côté du Comic-Con de Québec. Ça a lieu le 20 et 21 octobre prochain. Donc, on invite bien sûr les gens à aller là. Puis, sérieusement, c'est toujours un bel événement. Moi, je me rappelle d'avoir été là pour notamment aller voir Mick Foley, le lutteur, ancien lutteur, dis-je bien, et plusieurs autres. C'est toujours plaisant. Je pense qu'un peu tout le monde trouve son compte là-bas. C'est très familial aussi à Québec. C'est le fun parce que c'est le mois de l'Halloween. Fait que c'est le temps de sortir vos costumes d'Halloween, de venir faire un tour au Comic-Con en famille. Puis sinon, ben pour mes autres amis cosplayers, c'est le temps de enfin venir porter le costume sur lequel vous avez passé autant de temps à travailler.